Bienvenue sur ce podcast du monde de Lulu. Je suis Clara, accompagnante à la naissance et maman de 2 enfants, Lucas et Eva, 5 ans d'écart en instruction en famille. J'ai créé ce podcast pour parler de façon positive de la grossesse, de l'accouchement et de parentalité. Le but, c'est d'écraser les clichés pour reprendre confiance en soi et en son corps. Tu trouveras ici des témoignages personnels, des réflexions professionnelles, des discussions intimes ainsi que des interviews. Et ce, en toute bienveillance. Sache que chacun de ces épisodes sont le fruit de mon propre cheminement, autant personnel que professionnel. Je te propose de m'y accompagner au fil de tes envies. Je te souhaite une belle écoute. Bonjour à toi, aujourd'hui on va parler de comment on peut préparer son aîné à la naissance d'un bébé, qu'on ait de toute façon un enfant ou plusieurs enfants, parce que je trouve que c'est quelque chose qui est assez important. Moi, c'est une question que je me suis posée quand j'étais enceinte de la deuxième. Est-ce que, voilà, il y a des choses à faire particulières? Est-ce qu'on peut y aller au feeling, etc. Et je voulais te transmettre tout ce que j'ai appris. Alors la première chose, c'est déjà pas de stress, il n'y a pas de pression à se mettre, effectivement on peut quand même un peu y aller au feeling, hein. Il faut rester naturel, être consciente que la réaction de notre aîné peut être très différente de celle à laquelle on s'attendait. Et puis ça, je te parle vraiment en connaissance de cause, puisque notre aîné a ignoré notre second bébé un bon moment quand on est rentré de la maternité. Alors c'était son besoin à lui, voilà, de sa façon à lui de gérer les choses. Aujourd'hui, malgré 5 ans d'écart, ils peuvent plus se quitter. Donc, juste pour te dire que la façon dont ils se découvrent et la façon dont la grossesse se passe peut avoir genre 0 incidence sur la suite. Après, ça dépend aussi. On va voir par exemple le fait que ça peut être intéressant de mettre en place des choses durant la grossesse pour que l'aîné ne se sente pas délaissé, ne se sente pas jaloux, etc., etc. La première chose que je conseillerais, ça va être d'accompagner son enfant dans l'autonomie. Il y a un bébé qui va arriver, il va falloir partager son temps. On n'est pas surhumain, il y a un moment, on n'aura pas le choix. On va avoir tendance à passer un maximum de temps avec l'aîné pendant la grossesse pour essayer de compenser le temps qu'on n'aura pas avec lui après la naissance du deuxième, du coup. Et ça, c'est un peu l'erreur à faire. Et je suis d'accord, c'est une erreur facile et qui n'est pas grave, hein, mais suivant l'âge, ça peut être intéressant de valoriser l'autonomie, même avant l'arrivée du bébé, pour en fait que ça devienne une habitude. Ce qu'il faut mettre en place, c'est des habitudes. Faire en sorte qu'il s'habille tout seul. Alors, ça dépend de l'âge, hein, évidemment. Mais si possible, qu'il s'habille tout seul, qu'il puisse manger seul, etc. Ou en tout cas l'accompagner pour aller vers ça, quitte à ce que ce soit pas encore fait et définitif une fois que le deuxième arrive, mais que ça se fasse progressivement. Parce qu'il faut savoir qu'il y a toujours une petite régression, hein. Quand un bébé naît, les autres vont toujours un petit peu régresser. Alors, en suivant l'âge, hein, quand on arrive à un certain âge, vers 8, 9, 10 ans, à ce moment-là, on va plutôt aller vers une entre guillemets une maturation plus rapide, mais en général quand ils sont plus petits, et il va y avoir un petit peu de régression, c'est normal, c'est pas grave. Si on a bien accompagné notre enfant vers l'autonomie en amont, ça va bien se passer. Le deuxième point, ça va être de mettre un cadre. Le cadre avec des règles claires, ce sont des choses qui sont nécessaires pour un enfant, on le sait tous à présent, c'est rassurant. Être un cadre n'a rien à voir avec l'autorité et la hiérarchie parentale, hein. Mettre un cadre, c'est s'assurer qu'il y a des règles et que les règles sont connues. Et pourquoi il y a des règles en fait? Parce qu'un enfant, si tu lui dis pas pourquoi il va y avoir telle règle, il va forcément aller tester et aller voir si on peut pas aller gratter un petit peu. Tu vois, au-dessus. Qu'est-ce qu'il y a au-dessus? Qu'est-ce qu'il y a après? Qu'est-ce qu'on peut faire? Et c'est là qu'on arrive avec les tests qui ont souvent lieu entre l'âge de 2 et 6 ans, on va dire. Je donne une marge assez élevée dans le sens où ça va pas être les mêmes tests. À 2 ans, ça va être est-ce que je peux toucher ça ou pas. À 6 ans, ça va être est-ce que je peux dire ça ou pas, par exemple. Donc ça mérite
moi je trouve un conseil de famille, ça c'est quelque chose que je conseille toujours dans l'anticipation du postpartum, impliquer l'enfant pour dire et rappeler à tout le monde les règles à respecter et qu'on peut tous participer à l'équilibre familial. Et comment on a tous notre rôle à jouer dans notre équilibre familial. Moi, en tant que parent, je vais faire telle et telle chose pour que ça se passe bien dans notre maison. Moi, en tant que conjoint, parent, je vais faire telle et telle chose pour que ça se passe bien dans notre maison. Toi, en tant qu'enfant, qu'est-ce que tu peux faire pour que ça se passe bien? Écouter papa et maman pour pas qu'il y ait d'énervement, pour pas qu'il y ait de danger, pour que tu sois en sécurité, pour que tu te sentes bien, pour pas que tu sois fatigué. Ranger ma chambre, un minimum. C'est un jouet sorti, un jouet de ranger. Euh, Peut-être aider à la mise en place du repas, au débarras, etc., etc. Ça, c'est des choses qu'on peut mettre en place lors d'un conseil de famille, des choses qui vont faire que l'enfant va être encadré, et toute chose qui sera faite avant, alors ça fait partie de l'éducation générale, on est d'accord. Sauf que il faut savoir que quand il y a un deuxième qui arrive, le cadre va bouger, le temps va être limité. Il y a plein de choses qui vont faire que l'enfant peut être perdu, et si en plus il n'y a pas de rappel du cadre, c'est là qu'on peut arriver à des essais de débordement, de la jalousie, et le fait que nous, en tant que parents, on perde du temps à aller s'occuper de l'un et des choses de l'autre, alors que l'autre aurait peut-être pu, l'aîné aurait peut-être pu savoir que ça et ça, il pouvait le faire, ça et ça, il ne pouvait pas le faire, etc., etc. Je pense que tu comprends ce que je veux dire. Ensuite, ça va être important, j'avais dit de prendre des habitudes, ça va être de maintenir les routines. Maintenir les routines, c'est essentiel pour la vie des petits, des moyens et même des grands. En tant qu'adulte, on a besoin de routine. La routine, c'est pas forcément négatif, c'est des choses qui nous rassurent et qui nous aident au quotidien pour avancer, pour pas perdre de temps, encore une fois. Cependant, il faut être conscient que notre quotidien va être bouleversé. Donc en fait, il va falloir mettre en place pendant la grossesse des routines et maintenir des routines qui seront réalisables, réutilisables, je dirais même, malgré un bébé qui pleure, malgré la fatigue, malgré le fait qu'on n'a pas le temps, etc., etc. Ça se travaille en amont, pour également prendre ces nouvelles habitudes. Encore une fois, c'est des nouvelles habitudes à prendre, et ça, c'est pas genre pile le jour où bébé naît, ça y est, on change tout. Parce que ça, c'est un désastre psychologique pour l'enfant qui est déjà là. Ah, tiens, il y a un nouveau bébé, on change tout. Et c'est là que ça va être les perturbations et encore une fois, potentiellement la jalousie de se dire bah voilà, avant c'était pas comme ça, moi je préférais que quand c'était avant, quoi. Ensuite, le quatrième point, apprendre à gérer les émotions. Alors ça, tu vas me dire, c'est facile à dire mais pas à faire. On est d'accord, l'apprentissage des émotions, c'est un passage qui est compliqué mais qui est obligatoire pour les enfants. Il est potentiellement un petit peu accéléré avec l'arrivée d'un bébé. Les émotions, ça se bouscule, c'est difficile à encaisser. Il faut abandonner l'idée de, justement, gérer, dans le sens où on va les brider. Mais il faut apprendre à notre aîné à s'exprimer et en mettre en place des actions en fonction de l'émotion qu'il peut ressentir pour faciliter l'évacuation de cette émotion, faciliter la communication avec ses parents. Donc ça peut être la roue des émotions qui me permet de dire si je suis en colère, triste, joyeux, énervé, etc. Ça, l'enfant, ça va lui permettre, au lieu de potentiellement passer dans une crise de nerfs et des cris, des pleurs, etc., c'est de tourner la roue et dire voilà comment je me sens. Il n'y a pas besoin de l'exprimer avec des mots, parce que des fois, l'exprimer avec des mots, c'est compliqué, ça rajoute quelque chose en plus de toute l'émotion qui est débordante. Le coussin de la colère, la boîte à mots, c'est tu ouvres une boîte, tu dis tout ce que tu ressens, tu fermes la boîte et ça y est, c'est fini. La boîte, elle est fermée, les mots sont enfermés, la colère peut se dissiper. C'est des choses qu'il faut mettre en place en amont, encore une fois, pour que ça prenne, que ça soit une habitude, ça devienne une habitude, que ce soit des routines qui soient mises en place, mais aussi pour que, le jour, à partir du moment où le bébé revient, l'enfant sera capable de mettre des mots ou des dessins sur des émotions,
par exemple avec la poupée Pipouette ou encore une fois la roue des émotions avec des petits dessins. Euh, c'est pas forcément les mots qu'on met dessus, mais voilà comment je me sens. C'est aussi l'expression du visage, etc., qui va aider l'enfant à comprendre son émotion. Et donc à aider le parent à mettre en place des choses, voilà, en fonction. Si t'es comme ça, tu vas utiliser ça. Si t'es en colère, tu vas utiliser la boîte à mots ou le coussin de la colère. Si t'es joyeux, c'est ok que tu sois joyeux. Par contre, on évite les cris, etc., etc. Et tout ça, mis en place avant, va aider dès la naissance de l'enfant, parce que dès la naissance du nouvel enfant, il peut y avoir vraiment des émotions qui débordent. C'est un énorme changement pour les parents, c'est un énorme bouleversement aussi également pour l'enfant. Cinquième point, ça va être de rassurer l'amour qu'on porte pour lui. Alors ça paraît hyper évident, mais on a tous une peur logique pour nous, c'est est-ce que je vais aimer le second enfant comme j'aime mon premier? On a tous cette peur-là. Et ben on peut imaginer que notre enfant a donc cette question. Est-ce que moi je vais encore être aimé puisqu'il va y avoir un nouveau bébé, puisqu'on explique à notre enfant en plus que notre attention va peut-être un peu plus se porter au début sur le bébé, puisque le bébé a besoin de plus de choses, alors que toi tu grandis, tu as besoin, tu sais aller aux toilettes tout seul par exemple, tu sais manger tout seul, tu sais t'habiller tout seul, le bébé il sait pas faire, tu sais jouer tout seul, le bébé il peut pas jouer encore, etc., etc. Tu sais dormir tout seul, ou en tout cas peut-être accompagné, mais voilà, tu n'as pas autant de besoins que ce petit bébé qui va arriver. Donc forcément, l'enfant, il va considérer toute cette occupation qu'on va avoir autour du bébé comme de l'amour. Alors déjà, on va lui expliquer que c'est pas parce qu'on s'en occupe qu'on s'en occupe plus qu'on l'aime plus. Ça va être juste dire, je m'en occupe plus, donc parce qu'il en a besoin, mais je l'aime autant que toi. Et on peut prendre l'amour, l'exemple du cœur pour expliquer l'amour pour un bébé. L'amour pour un bébé ne remplace pas la partie de l'amour pour l'aîné. Le cœur s'agrandit des parents. Donc on peut faire un dessin avec un cœur et demander à l'enfant de dire, bah voilà, comment tu partages ce cœur pour l'amour que j'ai pour papa ou maman, pour moi, pour toi, et puis c'est tout. Et après on va dire, et le bébé dans tout ça, où est-ce que tu le mets? Et là on va apprendre à l'enfant qu'on va agrandir le cœur. On va refaire un cœur au-dessus du cœur pour dire, bah voilà, le cœur il s'agrandit. Ça veut dire que ta partie d'amour pour toi, elle s'en va pas. Elle reste complète. Et la partie pour bébé juste se rajoute au cœur. Et ça va vraiment rassurer l'enfant parce que, voilà, ça va lui montrer juste que lui, ça reste complet, ça reste plein. Que les temps vont être peut-être plus courts avec lui. Mais en tout cas que l'amour reste complet pour lui. Ensuite, ça va être avant la grossesse, encore une fois, pendant la grossesse, avant l'accouchement, de lire des livres. C'est le vrai complément à tous les points précédents. On trouve des livres qui parlent et qui mettent en scène l'arrivée d'un second enfant. Et en plus, tu peux en profiter pour en prendre un sur les émotions, etc., qui va aller avec. Et en fait, il faut choisir le livre avec attention. Faut pas prendre le premier livre que tu trouves. Faut essayer de trouver le livre qui correspond le plus à ta situation. Des fois, c'est compliqué, mais on va essayer de s'en rapprocher au mieux. Parce que les enfants agissent vraiment par mimétisme. Alors, avoir un bel exemple dans un livre peut vraiment les valoriser. Et puis en plus, 9 mois, c'est long. Donc, un livre peut aider aussi à comprendre les étapes et comment on va réagir. Je pense notamment au livre de Marie de Little Bun Bao, que on connaît sur Instagram. C'est des livres avec les signes, donc on apprend des signes en même temps. Et elle en a écrit un, c'est Maman, il arrive quand le bébé? Et ça va nous permettre à mettre en place des choses et à apprendre la patience à l'enfant et aussi mettre en place encore une fois des routines et faire comprendre que le bébé c'est une arrivée joyeuse pour toute la famille, même pour l'enfant, et qu'il n'y a pas à être jaloux, il n'y a pas à avoir peur de l'amour qu'on lui porte, etc., etc.
Et puis enfin, une fois que l'enfant il va être là, même si on lui a expliqué que l'amour qu'on lui porte ne va pas changer, il faut faire attention à tout ce qui est menace. En termes d'éducation, de base, c'est pas bien. Mais effectivement, quand on est fatigué, on va vite avoir tendance à «Ah, si tu fais ça, il y aura pas ça» ou j'ai déjà entendu des parents dire, sur le coup de la colère, bah, je vais aimer plus ton petit frère ou ta petite sœur, etc. Donc tout ça, effectivement, c'est des choses qu'il faut absolument éviter, qu'il faut absolument pas dire. Et puis, il faut aussi mettre en place des temps de qualité. Mettre en place des temps de qualité avec ses enfants, c'est hyper important. Et c'est d'autant plus important quand notre temps est limité. Donc, se réserver des temps quotidiens, que ce soit avec le bébé ou sans le bébé. Enfin, je veux dire que le bébé soit là, c'est pas problématique. Ça va même montrer à l'enfant à l'aîné, eh bien, oui, on peut passer des temps de qualité avec un bébé qui est là, en portage, avec un bébé qu'on surveille sur le tapis à côté, etc. Ça va permettre à l'aîné de comprendre que, ouais, on peut faire un super jeu de société, juste maman et moi, même s'il y a bébé. Juste papa et moi, même s'il y a bébé. Avec papa et maman, même s'il y a bébé. Faire une sortie, une fois effectivement, il faut prendre soin de son postpartum, mais au bout de 2-3 mois, on peut aller faire une grosse sortie, tout en famille, pour aller montrer qu'on peut faire quelque chose tous ensemble. Faire, je sais pas, un zoo, un, un parc animalier, une visite de musée, voilà, un truc intéressant qui montre qui va faire plaisir à l'enfant et qui montre qu'on peut faire quelque chose tous ensemble et que, en fait, ça change rien à part le fait que, bah voilà, papa et maman ont peut-être un petit peu moins de temps que avec moi et que je vais devoir juste peut-être grandir un peu plus et faire un peu plus ma part dans cette famille pour qu'il y ait un équilibre familial. Parce que moi, je trouve que c'est important de montrer qu'on participe tous à notre maisonnée et qu'on fait tous à hauteur de nos capacités et de nos possibilités et de notre temps. Et ça montre juste que, eh bien, on est une famille, on s'aime tous, on est unis et on fait tous pour que ça se passe bien. Et une fois qu'on a tous compris ça et qu'on a tous mis en place des choses pour que ça se passe comme ça, il n'y a pas de jalousie, il n'y a pas de ouais mais tu passes moins de temps avec moi. Alors effectivement, il y en aura peut-être quand même un petit peu, parce que l'enfant, sous le coup de la colère, sous l'énervement, etc., il peut se dire ah ouais mais en fait tout ça ça arrive parce qu'il y a le bébé, tout ça ça arrive parce que tu passes moins de temps avec moi, etc. Et le fait après peut-être de se poser et de rappeler à l'enfant que est-ce que tu es sûr que c'est à cause de ça? Est-ce que tu es sûr que on peut pas régler le problème d'une autre façon que en éliminant cette part de notre vie familiale? Si on élimine le bébé, qu'est-ce que ça changera? Dans tous les cas, tu grandis, dans tous les cas, tu dois faire ta part, etc., etc. Dans tous les cas, papa et maman, ils n'ont pas un temps illimité à passer avec toi. Voilà, de faire raisonner l'enfant, de lui faire comprendre par lui-même que oui, il y a des choses à mettre en place et que non, c'est pas forcément pire, en fait. Voilà. C'est important hein, de faire raisonner les enfants, de leur faire comprendre, de mettre un cadre, encore une fois, et tout ça dès avant la naissance. Et puis ensuite, vraiment pour parler de pile de la naissance, il faut essayer, bah ça c'est d'y aller au feeling, mais il faut pas trop en attendre beaucoup en fait, parce que chaque enfant va réagir de manière différente et on peut être très très étonné de la façon dont on va y réagir et du coup c'est important pour nous de pas avoir d'attente parce qu'en fait les enfants ils savent, hein, ils sentent quand on a des attentes envers eux, envers leurs réactions, etc. Donc voilà, pour parler juste de la naissance, faut avoir pas trop d'attentes, y aller au feeling euh, et y aller simplement parce que les enfants ils sentent tout, ils ressentent tout et voilà, et dire les choses simplement et voilà comment ça s'est passé, voilà ce qui est arrivé, voilà comment l'enfant s'appelle, euh, voilà, et puis pas forcément poser des questions, est-ce que tu l'aimes? Est-ce que tu vas l'aimer? Est-ce que tu le trouves beau, etc. Non, il faut vraiment laisser l'enfant dire s'il a besoin de dire, et sinon, il n'y a pas forcément besoin d'avoir de communication là-dessus, parce que pour eux, en fait, les enfants,
ils voient pas le monde de la même façon. Tout est beau, tout est gentil. Et c'est si jamais il y a quelque chose de négatif qui vont venir, qui vont avoir un comportement particulier, ou alors qui vont venir le dire. Les enfants n'ont pas de comportement au hasard et ils n'ont pas de parole au hasard. Donc voilà, ce que je voulais, en tout cas ce que moi j'avais appris pour la naissance de notre deuxième et ce que je voulais te transmettre parce que je trouve que c'est un moment qui est hyper important. J'espère que ça va t'aider à mettre en place des choses, j'espère que ça va t'aider à être peut-être rassuré en se disant bah oui c'est bon, je le fais déjà participer à la grossesse pour le faire déjà participer à l'équilibre familial, il y a déjà un cadre à la maison, il y a déjà une autonomie, ok ça va bien se passer, ou alors ok il y a certaines choses qu'il n'y a pas mais on va les mettre en place tout doucement, tranquillement. Et encore une fois, ça dépend de l'âge de l'enfant, il faut adapter à l'âge, à ses capacités physiques et à ses capacités intellectuelles évidemment. Et bien sur ce, je te souhaite une belle grossesse, je suppose, si tu es en train d'écouter cet épisode. Et puis je te dis belle journée ou bonne soirée, en fonction de ton heure d'écoute. À très vite. Ça y est, c'est la fin de cet épisode et j'espère qu'il t'a plu. N'hésite pas à t'abonner. En tout cas, à très vite, ici ou sur Instagram. Plein de belles choses.